Donc, au départ, c'était comme plus ou moins une commande à l'effet « c'est quoi la porno, la post-porno, l'autoporn, la métaporn ». Donc, tout ça, c'était de débroussailler tous ces concepts-là. Donc, j'ai un peu construit ma présentation dans cette perspective-là, mais à partir de mes propres recherches. Antérieures, comme sur la porno directement. Vous allez comprendre pourquoi, parce que c'est d'où vient le concept, chez moi en tout cas, dans ma conceptualisation. Pourquoi avoir choisi autoporno? Vous allez comprendre un peu. Au départ, c'est pas quelque chose qui m'avait frappé. Je m'étais rendu compte à quel point, justement, dans mon corpus, que je vais vous expliquer par la suite, il y avait beaucoup de gens qui se mettaient en scène de manière sexuellement explicite. Et quand est venu l'intérêt de faire partie du groupe sur le témoignage, j'ai vu là, disons, mon entrée dans le groupe. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé à travailler cette question-là. Et donc, c'est pour ça que j'avais poussé cette question d'autoporno, même si, dans les faits, je n'avais pas fait un état une recension des écrits. C'était quelque chose qu'intuitivement, je voyais dans différentes pratiques et que je voulais mettre de l'avant, et c'est une façon de le faire. Donc, ma présentation, assez rapidement, le contexte de mes recherches et du projet en cours. Je vais parler de pornographie féministe et queer et un peu les différentes épithètes que moi j'ai recensées avec les étudiantes avec qui je travaille. Le concept de post-pornographie que je voulais bien mettre en lien avec ce que moi je propose comme de la métapornographie et de l'autopornographie. Donc, j'aime bien créer des concepts. Donc là, je suis en train de délimiter différentes métapornographies, mais bon, c'est l'historienne de l'art en moi qui fait que finalement j'aime ça, les mots. Donc, dans mes précédentes recherches, même durant la maîtrise, même durant la maîtrise, le doctorat et le post-doctorat, j'ai été estomacée. Bon, je voulais vraiment travailler sur la représentation de la sexualité des femmes et je me rendais compte à quel point, même chez les femmes, c'est encore le corps des femmes qui était mis en scène et rarement le corps des hommes. Donc, je vous ai apporté deux images de deux artistes qui sont assez prolifiques dans la représentation de la sexualité. J'ai fait un gros corpus à travers diverses revues. Et ces deux images, en tout cas dans les plus éloquentes, là, il y en a des plus qui vont un peu plus loin encore, mais c'est la mise, dans les deux cas, c'est l'artiste elle-même. Molly in Blue, c'est un des trois alter-ego de Madeleine Berghammer et Natacha Merritt, qui est presque déjà de l'autopornographie, puisqu'elle reprend le même modus operandi que de la porno amateur, où elle a son propre site et il faut payer pour pouvoir voir ses images. On a quelques teasers, mais c'est toujours elle dans sa pratique sexuelle. Donc, ce qui est intéressant, c'est dans les deux cas, c'est un autoportrait d'artiste qui se met en scène. Le cas de Natacha Merritt va encore plus loin, c'est-à-dire qu'on la voit en train de regarder son écran viseur qu'elle a retourné. Et un autoportrait, généralement, c'est le visage en premier, mais ici, c'est elle qui est en train de se masturber, qui devient le premier plan. Donc, c'est intéressant au niveau de la gentilité sexuelle. Autant il y a une forme d'auto-objectivation sexuelle, mais autant de le mettre soi-même. Un objet ne crée pas quelque chose, il est créé par quelqu'un d'autre. Donc, en tout cas, du moins, ces deux œuvres-là, ce qui est intéressant, c'est par le biais du pin-up, une pornographie plus soft ou une pornographie plus classique, vont remettre en question la question d'objectivation comme étant nécessairement néfaste et du moins beaucoup plus problématique. Je pourrais parler des heures sur ces deux œuvres-là, je vais essayer de me retenir parce que ce n'est pas l'objet du Mais donc, après ça, j'ai décidé plus je me rendais compte que c'était vraiment intéressant d'aller vers la pornographie, je suis passée vers l'érotisme pour aller vers quelque chose de plus en plus explicite. Donc, j'ai décidé de plonger dans
dans cet univers qui est la pornographie critique. Mais pour moi, c'est important, c'est un mandat que je m'étais donné dès la maîtrise, de toujours travailler sur des productions de femmes ou de personnes qui s'identifient comme femmes ou comme féministes. Donc, c'est un projet politique, donc j'ai toujours travaillé là-dessus. Donc, c'est ce que j'ai proposé. Donc, il fallait absolument... Je voulais faire le portrait d'une pornographie relativement récente, ben, pas tant... Ben, dans l'histoire de l'humanité, oui, là, qui était critique, féministe, queer. Et il y avait beaucoup la question de post-pornographie qui émergeait. Donc, je voulais faire une cartographie de cette production-là, réalisée par et pour des femmes, qu'elles soient cis ou trans, lesbiennes, queer ou hétérosexuelles, mais vous pouvez, j'ai marqué queer qui pourrait englober plusieurs épithètes. J'ai fait quelques analyses transversales parce que le projet tire vers sa fin sur la gentilité sexuelle des femmes et la métapornographie que je vais vous présenter. Et je voulais faire quelques études de cas et là, c'est là où j'ai travaillé plus la question de l'autopornographie. Donc, ce phénomène de pornographie fait par et pour des femmes est un phénomène qui est corollaire au mainstream, qui commence dans les années 80 avec Candida Royal notamment et Nina Hartley, avec la démocratisation des moyens de production, déjà par la vidéo et maintenant par Internet. Avec plus d'accessibilité, c'était plus facile pour les femmes de prendre part à l'industrie. Pour aller vers, un peu comme Williams, qui est allé vers Stephen Ziplo, qui est comme How to make a pornographic movie. Je suis allée vers l'industrie, entre guillemets, de la feminist porn, donc pour aller aux sources, pour vous donner d'abord une définition plus sommaire de ce que c'est la porno féministe. Donc pour elle, je vais vous donner une traduction un peu boboche, mais les actrices et les acteurs sont traités avec respect, reçoivent un salaire équitable, ont des conditions de travail éthiques, ils ou elles ont le choix de faire ce qu'elles veulent, ils sont autonomisés dans leur travail. Les directeurs travaillent à partir des désirs et des fantasmes sexuels de l'actrice, ça fait des meilleures scènes sexuelles aussi. Repousse les limites de la représentation sexuelle sur film, défie les stéréotypes en particulier des femmes et des communautés marginalisées, et on y représente un plaisir réaliste. Le Feminist Porn Book va définir la porno féministe comme ayant une implication d'une femme dans la production, l'écriture, la direction de l'œuvre, représente un plaisir féminin authentique, et où l'œuvre repousse les limites de la représentation sexuelle au cinéma et remet en question les stéréotypes qui sont souvent présents dans la porno mainstream. Bien que ces définitions-là soient utiles et intéressantes, on voulait aller un peu plus loin en regardant les divers épithètes qu'on a retrouvés dans notre recension des écrits sur la pornographie faite par et pour des femmes. Et on est arrivé un peu à ce schéma-là qui est assez vulvaire, vous le remarquerez, on était bien contente d'en faire une vulve. Donc, les pornographies critiques, donc certains parlent de alt porn ou de porno alternative, éthique ou artistique, éducative, indépendante, par et pour les femmes qui se séparent en hétéro ou lesbiennes, et la porno queer. Et bien évidemment, ces différents épithètes sont souvent accolés aux mêmes produits. La majorité de la porno queer est indépendante, mais donc l'alternative, c'est vraiment l'idée de présenter de différents corps, représenter des sous-cultures, mais c'est pas nécessairement, ne s'affiche pas nécessairement comme féministe. Éthique, c'est le mode de production qu'on recherche. Artistique, c'est on veut un produit un peu plus de qualité. On pense aux réalisatrices comme Erika Lust, qui est aussi par et pour les femmes hétéros. Et là, non plus, le lien avec le féminisme n'est pas toujours assez clair. Éducative, c'est clairement mentionné. C'est des productrices comme Taor Mino ou Nina Hartley qui font vraiment de la porno, qui critiquent le fait que la porno n'est pas une bonne éducation sexuelle, mais qu'on peut utiliser le mode de fonctionnement de la porno pour vraiment éduquer les gens. Faire une éducation sexuelle, un peu comme on fait des vidéos de yoga
on peut faire des vidéos de sexe pour aider les gens à développer des habiletés sexuelles. Indépendante, c'est vraiment le do-it-yourself. C'est vraiment, le but n'est pas de faire de l'argent, mais bien d'avoir une production plus marginale. Pareil pour les femmes, c'est vraiment l'idée de mettre le plaisir des femmes au centre, que les femmes puissent s'identifier, qu'elles soient hétéro, lesbiennes. Et dans lesbienne, il y a dyke porn, qui, elle, est assez regroupée souvent avec queer, où on veut remettre en question l'idée du girl on girl de la pornographie mainstream, puis on veut le questionner et aller un peu plus loin avec des marqueurs comme le gars liché, le gars de ceinture, la présence butch-femme et des éléments comme ça. Donc, le concept de post-pornographie qui est souvent utilisé pour parler de cette pratique-là. Au départ, il a été mis de l'avant par Annie Sprinkle pour parler de certain genre of sexually explicit material that is more thoughtful, creative and artistic than the rest. Donc, c'est assez sommaire comme définition. Donc, c'est la première à avoir parlé de post-pornographie. Ça va être repris par différents auteurs, notamment Boursier en 2001 pour parler du film « Baise-moi ». Je pense que c'est important de partir de « Baise-moi » parce que c'est l'exemple type et on va comprendre pourquoi c'est un terme que j'ai décidé de ne pas utiliser pour, en tout cas du moins avec le corpus que j'avais. Il y a Béatrice, j'ai pas mis ça à jour, excusez. Donc Paul Preciado, Virginie Despentes, Ziga, Torres, Borghi et Studgen sont les auteurs qui vont parler de post-pornographie. Il y a quelques Canadiennes comme Delvaux, Shannon Bell ou Julie Châteauvert qui faisaient des ateliers post-porn il y a un certain nombre d'années. Et bonjour! Et donc, quand on fait la lecture de ces différents articles-là qui ont parlé du concept, on se rend compte que ça fait référence à une pratique qui est très particulière, qui est un mouvement et une esthétique. Je vais reprendre ma montrer. Excuse-moi. Je vais ça. C'est un mouvement esthétique et critique qui critique ce que Boursier appelle le régime porno moderne, qui s'inspire beaucoup des travaux de Linda Williams, qui voit vraiment la porno comme une façon de faire sens de la sexualité, de présenter du vrai sexe, donc s'inscrit dans une scientia sexualiste. Donc, pour elle, ce régime porno moderne va développer une affirmation des rôles de genre traditionnels, un point de vue masculin, hétérosexuel et actif, et l'érotisation de la race. Et pour elle, la post-porno, c'est quelque chose qui va s'attaquer à ces trois éléments-là. Donc, la post-pornographie ne fonctionne pas comme ce qu'elle appelle une purnotopia érotique libératrice, ce qui est un peu paradoxal quand on pense que le terme post-pornographie vient d'Annie Sprinkle qui, oh mon Dieu, est dans la pornutopia érotique plus 1000. Donc, l'idée du film « Baise-moi », par contre, correspond tout à fait à cette notion-là. Donc, Preciado, elle, lui, va parler de notion de post-pornographie pour parler d'un break épistémologique et politique, d'une autre façon de faire de produire du plaisir à travers la vue et le corps. Bon, je n'irai pas plus loin, là. Je ne ferai pas une traduction encore là. C'est une rupture qui est beaucoup plus importante chez elle qu'une version queer du dispositif pornographique. Donc, c'est plus que subvertir les scripts sexuels, les types d'actes sexuels ou subvertir les rôles sexuels ou les scénarios, mais un changement ontologique de la pornographie. Pas tant dans la représentation du sexe non simulé que
dans le désir de susciter le désir chez le spectateur. Donc, le seul exemple type, en tout cas qui correspond tout à fait à cette rupture épistémologique, c'est le film Too Much Pussy de Émilie Jouvet. Notamment, dans ce film, qui n'est pas juste un film qui a été aussi une tournée, c'est un road trip de performeuses qui faisaient de la performance explicite sur scène. Donc, il y a cette idée de performance sur scène. Il y a des actes réels qui sont filmés, mais il y a aussi beaucoup d'éducation, beaucoup de statements politiques. C'est vraiment un film à teneur politique, avec des scènes sexuelles réelles, mais qui n'ont pas ce désir d'exciter. D'ailleurs, Judy Minks, qui est juste celle qui est étendue, va dire à un moment donné dans le film, ben moi quand j'ai envie de me masturber, j'écoute vraiment pas de la post-porno, je vais écouter de la vraie porno. Donc il y a comme vraiment cette rupture, et la rupture, contrairement à la porno queer, c'est vraiment l'idée de l'excitation qui différencie la post-pornographie d'une porno queer. Mais je pense que ça pourrait être un bon débat avec certaines théoriciennes. Mais bon, je maintiens. Dans mes recherches, c'est vraiment le concept de métapornographie qui, à mon avis, est beaucoup plus juste. C'est-à-dire que le préfixe post veut dire après, rupture, alors que méta parle d'un langage ou d'un langage sur un langage. Donc, je trouve ça plus intéressant. Donc, tous les films que j'ai analysés sont dans un rapport de différence avec le mainstream, c'est-à-dire qu'ils font de la pornographie critique, alternative. Donc, il y a déjà une rupture avec le mainstream. On joue beaucoup avec les codes de la pornographie, que ce soit le type de scénario, la minceur de l'intrigue, les numéros sexuels habituels, la mise de valeur, la sexualité, de la jouissance masculine, du vrai sexe pour provoquer l'excitation. Il y a toujours une autoréférentialité qui crée un discours, et une pornographie qui discourt sur de la pornographie relève, tant qu'à moi, relève d'une métapornographie et non d'une post-pornographie. C'est-à-dire que la conscience d'être de la pornographie qui parle de pornographie, à mon avis, n'est pas une rupture vraiment épistémologique. C'est juste une conscience, une autoréférentialité qui rentre en ligne de compte. Dans les exemples de métapornographie que j'ai vus, il y a une mise en scène du dispositif, je vais toutes les mettre. La mise en scène du dispositif de production, comme, je ne sais pas si on voit bien, mais ici, il y a le crash pad de Shine Houston, où on la voit se brosser les dents en train de faire du montage, où les gens sont en train de baiser dans la scène d'à côté, donc elle filme, elle fait le montage en même temps. Donc, d'une part, c'est la mise en scène du dispositif, mais c'est une mise en abîme presque parfaite, où il y a le film, on regarde un film dans lequel on est en train de monter le film qu'on est en train de regarder. Dans l'autre cas ici de Nostalgia, il y a des femmes qui regardent des films. Parfois, c'est des films mainstream, parfois, c'est des films qui sont plus alternatifs. Parfois, c'est inscrit dans la trame narrative, parfois, c'est juste un décor. Et il y a ce qu'on avait dit écrit, pour reprendre Foucault, sur la pornographie, où on parle de pornographie, soit dans le scénario, soit dans les entrevues qui sont entrecoupées de scènes sexuelles, ou littéralement, comme celui-là, où il y a vraiment, juste avant le générique, un statement sur la pornographie commerciale. Il y a une métapornographie plus implicite, qui est l'idée de la citation, la reprise du scénario classique, comme ici, Nostalgia, de Courtney Trouble va reprendre d'un côté Deep Throat et de l'autre Behind the Green Door, où on va jouer sur le money shot, où on va reprendre, mais il faut connaître un peu ces classiques pour savoir qu'il y a une citation, ce qui est le cas des gens qui vont regarder du Courtney Trouble notamment. Donc une queerisation du scénario, une remise en question des rôles sexuels traditionnels, qui est un
des aspects du régime porno moderne dont parle Boursier. L'autopornographie. Donc, dans le corpus qu'on a analysé, il y avait 37 films faits par 19 réalisatrices et un réalisateur, plus 2 collectifs. C'est surtout dans les catégories de porno indépendante et queer qu'on a retrouvé de l'autoporno, ce qui est un peu ce qui revient à ce que Simon disait, le do-it-yourself est un élément important. 2 formes d'autopornographie, que la réalisatrice met en scène sa propre sexualité ou sa pratique de pornographe, que j'ai ajouté depuis, et une pornographie par et pour la communauté marginalisée. Je pense que... Et là, j'ai besoin de vos lumières là-dessus. Ça pourrait être intéressant d'en discuter à la fin. Je suis pas mal dans le 20 minutes ou je n'ai même pas regardé? Je sais pas. Donc, pourquoi parler d'autopornographie? Oui, il y a différentes, et je pense que ton état, la table que tu as mise mettait en évidence différentes pratiques. Et la porno amateur, notamment, là, on parle de vraiment un bassin excessivement large de présentation de soi sexuellement explicite. Mais l'autopornographie, donc, c'est des objectifs qui, à mon avis, sont similaires à l'autoportrait en art, qui très souvent visent l'inscription de l'artiste dans l'espace public, revendiquer un statut d'artiste, et revendiquer aussi une subjectivité sexuelle, c'est-à-dire que quand on se met en scène, on s'affiche d'une certaine manière, d'une part comme un artiste qui est en train de créer, si on repense à l'œuvre de Natacha Merritt, qui est en train de regarder son visage pour faire un bon autoportrait. Donc on la voit en train de faire ce travail-là, donc elle s'affiche en tant qu'artiste, et de l'autre côté, elle s'affiche en tant que subjectivité sexuelle dans la mesure où elle est en train de se masturber, où elle est en train d'avoir une relation sexuelle avec quelqu'un d'autre. Donc, elle s'affiche aussi de cette façon-là. Et les deux combinés font en sorte qu'on ne peut pas considérer, oui, elle s'auto-objectivise dans un certain sens, mais en même temps, un objet, un pur objet, objectiver quelqu'un, c'est de le traiter comme un objet. Mais elle ne se traite pas nécessairement uniquement comme un objet, puisqu'elle crée une œuvre à travers son propre corps. Ce qui nous fait dire qu'il y a peut-être une vision un peu trop anti-corps dans les discours sur l'objectivation sexuelle, où justement le corps fait en sorte qu'on peut exister et on peut agir. Donc, il faudrait revoir peut-être la question du corps, mais là, je parle de mes affaires un peu trop. Donc, je pense que pour parler d'autopornographie, la manière dont moi mais en même temps, c'est les biais de ma recherche, c'est-à-dire que moi, je suis allée chercher qu'est-ce qui se faisait, qui était considéré comme de la porno, donc qui n'était pas nécessairement amateur vu sur Internet, parce que je ne savais pas qui avait produit le matériel. Je suis allée vraiment vers des gens qui s'affichaient comme pornographes et qui avaient une pratique qui se vendait sous forme de DVD ou qui passaient par des sites comme Queer TV ou Lost Cinema, qui est une plateforme de diffusion de pornographie alternative. Donc, ça s'inscrit dans un projet qui est soit artistique, militant ou politique, c'est-à-dire que quand on prend la peine d'avoir son nom affiché sur une cassette, mais pas une cassette, une pochette de DVD, c'est qu'on fait quand même un statement, donc militant politique. On peut dégager une démarche qui dépasse la simple excitation sexuelle, mais en même temps doit passer par elle, parce que là, sinon, après ça, on passe dans un autre projet qui serait plus post-porno ou quelque chose d'autre, puisque la porno doit suscite un effet spécifique, qui est celui de l'excitation sexuelle. Et la question de la signature, mais ça, c'est pas encore bien travaillé de mon côté. Donc, les objectifs spécifiques de l'autopornographie, dans les études de cas que j'ai menées, c'est vraiment l'idée de s'affirmer comme pornographe, d'abord, de s'affirmer comme objet et sujet sexuel en même temps et de troubler cette distinction entre les deux.
Élargir les types de sexualité représentés, qui rejoint un peu, élargir les frontières du corps jugé excitant. Donc, on va mettre en scène différents corps. Acquérir une subjectivité sexuelle. Acquérir aussi du capital érotique, c'est-à-dire que si on passe par faire un film et que les gens sont excités à nous voir, bien, on obtient une forme de capital érotique. Les exemples du premier type, c'est-à-dire des gens qui se mettent eux-mêmes en scène, il y a Buck Angel. J'en ai quelques pochettes de films qui vont vous donner une idée. Il y a des images derrière. Donc, Buck Angel, qui a fait plusieurs films où il se met en scène. Et dans son V for Man with a Pussy, donc c'est cette idée de vraiment, suite au fait qu'il y a peu d'hommes trans dans la porno mainstream, de décider de faire sa propre porno, ce qui est un peu le même cas de Toby Hill Meyer, dont j'ai parlé au dernier colloque de l'ACFAS, qui, elle, trouve que, justement, oui, peut-être les femmes trans sont dans la porno mainstream, mais elles ne sont pas représentées de manière authentique. Laurie Erickson, qui est une femme en situation de handicap qui a décidé de faire sa propre porno. Liandra Dahl, qui est partie de porno éthique et qui a décidé de faire des films où elle se présente toujours, parfois dans des situations où, notamment, il y a une scène où elle se masturbe avec des Barbies. Il y a quand même un truc intéressant. En tout cas, c'est particulier, mais c'est intéressant. Madison Young, qui se présente à la fois comme pornographe, souvent on la voit, mettons, à la fin, où elle explique le projet de Fluid Girl, notamment. Charlize Houston, qu'on voyait se brosser les dents tantôt, elle se présente dans sa propre porno comme pornographe et non pas comme actrice. Et Tristan Taormino, qui est intéressant, on la voit arriver, un peu à la manière de Annie Sprinkle, où elle explique dans ses vidéos éducatives comment bien faire une fellation, un cunnilingus ou du sexe anal. Dans les seconds exemples, dans les exemples du second, c'est-à-dire des gens qui mettent leur communauté en scène, il y a Émilie Jouvet, dont un des DVD circule. Courtney Trouble va mettre souvent en scène ses amoureux, ses amoureuses, des gens de sa communauté. Shine Louise Houston aussi. La même chose pour Madison Young. Et un peu moins Juicy Lumpkin, qui, elle, va faire... Ouais, qu'est-ce que tu veux? C'est comme Annie Sprinkle. Donc, va mettre en scène des communautés lesbiennes, dyke, dans des situations comme les taxis, les hôtels. Donc, en somme, bien que la pornographie, l'autopornographie n'est pas complètement conceptualisée jusqu'ici, j'espère qu'après cette courte présentation, je vous ai convaincu qu'il y a un concept là qu'il faut développer, qu'il faut analyser. C'est un champ d'investigation qui a plein de potentiel, notamment en art visuel. La littérature, il y a de plus en plus d'autoportraits, de mise en scène ou de mise en mots d'activités sexuelles explicites. Au cinéma, la frontière entre le mainstream et le XC est de plus en plus troublée. Les vidéoclips, la pornographie amateur, alternative, commerciale, les communications, le sexting, justement, est-ce que ça fait partie de ça? On voit que dans ces différentes disciplines, il faut faire des recherches pour mieux cerner le phénomène, donc recenser les différentes formes, analyser le discours véhiculé par les images ou les mots, questionner les motivations, les conditions de possibilité sociale de l'émergence du phénomène, qui est une présentation de soi sexuellement explicite. Bref, ma conclusion, c'est qui embarque dans un projet de recherche là-dessus.